Bonjour et bienvenue à D12 Échanges, ma série d'entrevues où je jase de jeux de rôle avec les joueurs et joueuses du podcast des vainqueurs et des vaincus. Je suis Phil et cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec mon ami Andréane Moses. Salut Andréane, comment ça va? Hello, Bill. Ça va bien. Bon matin en passant. Pour les gens qui ne le savent pas, on enregistre ça un samedi matin. Il fait beau dehors. Bon matin. Ben bon matin! Je veux juste mettre en contexte. Pour les gens qui se demandent, là, regarde, c'est ça qui se passe. Puis pour mettre les gens dans un contexte plus général, Andréane, nous, on partage une relation d'amitié depuis bientôt 30 ans. Oui. On s'est rencontrés à l'âge de 3 ans Effectivement. et on est amis depuis. Mhm. Je pense que c'est ce qui nous fait gagner le prix de la relation d'amitié la plus longue de des vainqueurs et des vaincus, surpassant même la relation d'amitié entre Louis-Philippe et son frère Mathieu. C'est ça que j'allais dire parce qu'il n'a pas encore eu 30 ans. Non, c'est ça, fait qu'ils ont pas, Ils sont pas encore rendus. se connaissent pas depuis aussi longtemps. Ben non, mais qu'est-ce que tu veux? Donc, ça se peut qu'on dérape un peu étant donné là, notre connivence incroyable. Ouais. Mais pour revenir au jeu de rôle, Andréane, notre première partie ensemble, si je me souviens bien, c'était en 2012 à peu près avec justement Mathieu Ferland, Étienne Oui. et Maxime Jacob, qu'on Qu'on salue, salue. était notre DM. Oui. Et je crois avoir joué. Je me rappelle plus exactement si c'était un. C'était quelle édition qu'on avait joué? Je pense qu'on jouait à 3.5. Est-ce que les manques existaient déjà en 3.5? Peut-être, c'est parce qu'il y avait beaucoup de Ouais, classes. là. C'était quelque chose de semblable à ça. Du moins, mon but était de faire le plus d'acrobatie possible. Et je me rappelle que première affaire, on est sur un bateau, OK, style pirate et tout. Et moi, je me dis, regarde, je fais ça, des acrobaties, puis je décide de sauter du haut du mât en faisant une pirouette jusqu'en bas. Et comme de fait, je comprenais pas, tu sais, niveau 1, que je réussirais probablement pas tout ce que j'entreprends. Je m'étais fait très mal. Ben, j'en doute pas. Est-ce que toi, c'était ta première partie de jeu de rôle quand on a joué cette partie-là? Oui, tout à fait. Ben, à moins qu'on compte les jeux de meurtre et mystère comme des jeux de rôle, parce que sinon, j'en avais joué à d'autres avant. Ben, dans une certaine façon, c'est un jeu de rôle, le meurtre et Donc, mystère. en réalité, Philippe, la première partie qu'on a jouée, je pense que c'était à mon anniversaire de 9 ou 10 ans. C'est vrai. On se rappellera que tu étais le seul garçon invité et je jouais aussi un garçon, puisqu'aucune de mes amies de filles voulait vraiment jouer des garçons. Fait que, oui, on a joué à un meurtre et mystère à cette journée-là. Mais me semble que t'en as joué beaucoup dans ton enfance, des meurtres et mystères. Je pense que. Ben, à moins que Là, C'était juste lui, là? Ben, c'est parce que ça coûte cher, des boîtes de meurtre et mystère. Je pense que j'avais juste celle-là, puis je l'ai peut-être jouée 2 fois, et j'en ai racheté une autre à l'adolescence que j'ai peut-être jouée quand j'étais dans les camps de jour avec des moniteurs. Ah, ça se peut, OK. Mais est-ce que ça l'aurait pavé ton chemin vers le jeu de rôle un peu plus classique? Est-ce que c'est vraiment les meurtres et mystères qui ont pavé mon chemin vers D&D? On pourrait croire que oui, mais de là à dire que c'est vraiment ça, je ne crois pas. C'est peut-être plus OK. l'impro, sincèrement, le fait de jouer des personnages puis tout ça. Mais sinon, ça serait peut-être vraiment Clou. On en a parlé un peu en pré-entrevue avec la recherchiste. On s'est fait appeler par une recherchiste. Non, mais, La recherchiste maison de D12 Échanges. oui. Qui s'appelle, elle est très sympathique, elle s'appelle Phil. Oui, exactement. Super fine. Super fine. Mais ouais, non, je pense que c'est le fait que j'aimais bien jouer à Clou, puis que même, ben, tu le sais parce que tu as joué à cette version de Clou, j'aimais tellement ça que j'avais créé ma propre version de Clou avec des cartes qui étaient mes amis, des lieux qui étaient tous à Brossard, des lieux familiers qu'on connaissait. Oui. Puis je pense que c'est un peu ça qui m'a amené plus vers le Donjon Dragon à ce moment-là et l'impro. Fait que c'est la partie jeu d'une certaine manière. Parce que je m'en allais. C'est le grand retour cette semaine de ma question sur le spectre du jeu de rôle. Ouais. Ton plaisir dans le jeu de rôle, est-il plus par rapport au jeu ou par rapport au rôle? Ben, moi, je te dirais que je suis plus par rapport au rôle. Parce que même quand je fais mon personnage à la base, c'est pas nécessairement le système de comment on joue qui m'intéresse, mais plus je vais créer un backstory, puis après ça, je vais essayer de voir c'est quel personnage qui va le mieux avec ce backstory-là, genre. Fait que, ouais, je suis plus rôle. OK, oui, mais j'ai l'impression que c'est comme un peu un consensus là, au sein des membres de Des vainqueurs, des vaincus. Là. Les gens sont plus du côté rôle, puis c'est pour ça que j'ai remisé un peu ma question dans les dernières semaines. Mais là, je reviens avec une sous-question. OK, vas-y. C'est quoi la partie jeu que tu apprécies le plus? Oh! La partie jeu que j'apprécie. Ouais, c'est quoi l'impact de la partie jeu dans ton plaisir
Déjà, moi, j'adore le fait qu'on roule des dés puis que ça soit basé sur du hasard à quelque part. Là. Tu sais, le fait que je fasse pas juste moi décider, hey, ça marche, fait que ça marche, manger de la merde. Là. Tu sais, ça serait comme faire de l'impro, justement. Là. Fait que le côté jeu, j'aime le fait qu'on soit obligé d'être pris avec ce hasard-là puis d'être obligé d'être pris avec un 2 puis d'échouer puis de faire comme, je vais jouer en conséquence que j'ai échoué lamentablement. Fait que dans le point, ça serait peut-être ça dans l'aspect jeu. Sinon, c'est sûr que les livres aident aussi par. Justement, tantôt que, bon, c'est sûr que je joue toujours des monks puis des rogues, fait que je vais dire ça. Admettons que je regarde pour rogue. Oui, c'est les classes que tu connais bien. Oui, parce que j'adore jouer des voleurs, des investigateurs puis des gens qui font des flips, OK? C'est le fun. C'est comme j'écoutais l'entrevue de Charles Elliott qui disait hey, pour moi, pour vrai, des rogues puis des monks, je trouve ça tellement compliqué. Puis j'étais comme hey, moi, pour vrai, le monde qui font de la magie, là, ça, je trouve ça compliqué. J'en peux pas être plus le contraire. J'aime bien mieux pouvoir fesser 3 fois de suite quelqu'un que de voir après ça penser c'est quoi déjà les sorts que je connais. Ah, puis là, c'est vrai, il faut que. Ah, Mais pourtant, lui, il disait qu'il est un joueur paresseux, tu sais. Je sais. Mais on n'a clairement pas la même paresse au même endroit. Non, c'est ça. C'est comme, dans le fond, moi, j'aime pas ça faire la recherche avant. J'aime ça jouer beaucoup pendant la game. Oui, je comprends. Puis brasser le plus de dés possible. Exact, parce qu'on se rappelle, on revient à la question, c'est ça mon plaisir, les dés. Mais tu t'en allais où avec l'histoire des livres? Ah oui, les livres. Oui, c'est ça, excuse. C'est que quand que, justement, je regarde dans un livre pour, mettons, là, je fais mon histoire avant, là, je décide, ça va être une fille qui vient d'une famille de personnes pas correctes, mais qu'elle veut redemption. Bon, on reconnaît Rosie en ce moment. Oui, ça me dit quelque chose. Là, je me dis justement, OK, je vais faire un rogue parce que je veux qu'elle soit un peu investigatrice, tout ça, mettre dans les descriptions puis dans les feats qu'on gagne, mais ça aussi, ça va m'aider dans l'interprétation de mon jeu. Fait que ça aussi, c'est le fun, le fait qu'il y ait ces règles-là. Ça donne du jus quand tu crées, tu sais. Exactement, c'est ça. Au même titre que les roulements de dés, ça t'impose des situations qui donnent du jus pour créer aussi, tu sais, dans cette histoire-là. Exactement, c'est ça. Fait que ça serait ça l'aspect du jeu que j'apprécie, finalement. Ouais. Oui, c'est excellent, c'est excellent. Les règles qui mettent du charbon dans la cheminée de la création. J'aurais pas pu mieux dire. Andréane, tu joues Rosie dans Des Vainqueurs, tu joues Paella dans Des Vaincus. Ouais. T'es la seule joueuse qui a un pied dans les 2 aventures à temps plein parce que, mettons, LP et Robbie sont DM de l'un et l'autre des parties, mais toi, t'es joueuse des 2. Ouais. Ça donne comme un genre de vue d'ensemble, un panorama. Comment tu décrirais le type d'aventure de chacun des deux podcasts? Bien, déjà, juste le fait qu'il y en ait un qui soit plus campé dans le monde classique de D&D, puis l'autre qui soit vraiment teinté on s'entend de Montréal, des années 80, de quelque chose qui est plus contemporain. Mais déjà, ça change la dynamique au niveau de l'histoire. Mais aussi, on s'en a déjà parlé, là, Robbie a tendance à faire souvent des enquêtes. Là. Il y a quelque chose de très... C'est quand même drôle de jouer pas Rosie dans une histoire qui est plus une enquête. Oui. Je trouve ça quand même comique aussi. Mais ouais, j'ai l'impression que Robbie a tendance à mettre beaucoup de place à la recherche, à beaucoup d'indices. Pas que le Philippe ne mette pas d'indices, on se rappellera. La fameuse énigme. Cette maudite énigme. Oh là là! Oui, écoutez la saison 2, si vous manquez de contexte, là, il y a une énigme à un moment donné, là, puis c'est pas évident. Hey, pas évident. La seule personne qui aurait vraiment dû s'en rappeler, il ne savait même pas de quoi il parlait. Bon, en tout cas, bref, on ne reviendra pas là-dessus. Mettre ça pour dire que c'est ça, j'ai l'impression que Louis-Philippe, il y a une manière plus classique dans sa manière de DMer l'histoire, tandis que Robbie, j'ai l'impression que, est-ce que c'est parce que c'est teinté justement du fait que c'est contemporain, son contexte, je ne pourrais dire, mais c'est plus comme un enquête style, j'ai l'impression. Ben oui, moi aussi, c'est comme ça que je le reçois. Je trouve que Des Vaincus, il y a une force un peu plus de découvrir le mystère. Puis tout le monde cherche toujours à élucider quelque chose qu'on ne sait pas. Puis je feel que dans Des Vainqueurs, on est plus sur un film d'aventure. Ouais, exact, c'est ça. Très National Treasure, un peu, là. Ben, c'est le classique comme, OK, ben la quête de base, un peu comme, OK, regarde, Lord of the Rings, là, on le sait que le but, c'est d'aller porter l'anneau dans le feu de la Moria. Non, la Moria, c'est en dessous, hein, c'est le Mordor.
Le Mordor, exact. Là, dans Terre du Mordor, aller foutre le... OK, mais reste que pendant toute l'aventure, il y a plein de sous-affaires, sous-histoires qui se passent, mais reste que le but, à la base, on le sait depuis le début, puis c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça avec des vainqueurs. Depuis le début, on sait c'est quoi le but, c'est ça. Tandis qu'avec des vaincus, bon, OK, c'est une histoire de grande noirceur. Est-ce qu'il y a des personnages qui, en même temps, ils ont comme des sous-quêtes de « je veux retourner dans le Grignard, je veux pas retourner dans... » Puis j'ai l'impression que c'est juste un grand mystère, tandis que des vainqueurs, c'est clair. Là. Il y a des méchants, il faut les arrêter, puis il faut amener les objets magiques à quelque part. Oui, ils sont nommés, puis on les a vus à l'épisode 1, les méchants, tu sais, puis exact. On les poursuit depuis ce temps-là, tu sais. Fait oui, c'est vrai. Tandis que des vaincus, ils apparaissent. On sait pas d'où ils viennent. Puis en plus, on comprend que les personnages, ils se sont fait appelés à un seul endroit. On sait toujours pas c'est qui nous a écrit ces lettres-là. En passant, ceux qui écoutent des vaincus, là, on est rendu en train d'enregistrer la saison 2, on le sait pas. Scoop, on le sait toujours pas. Non, est-ce que Robbie lui-même le sait, hein? J'imagine. Ben, j'espère. Puis, en dehors de la définition là, des deux types d'aventures, c'est quoi les forces que tu trouves à chacun des groupes? Oh! Bon, déjà, les deux groupes, on est comiques. Je pense que c'est la force de notre podcast. Oui. On est comiques, puis on est des bons amis. Mais sinon, comment je dirais bien ça? Ben, je trouve que des vainqueurs, on a un côté peut-être un petit peu plus cohésif ensemble. On a un esprit de groupe qui est très fort, très soudé, qui est probablement relié à la quête qui est, comme on dit, peut-être un peu plus clair dès le début, qui nous relie tout le monde ensemble. Tandis que l'autre groupe, on a des individus peut-être plus caractérisés, si on veut. Ouais. Des personnages un peu plus différents les uns des autres qui, en soi, chacun vivent aussi leur quête, qui ont des systèmes de valeurs qui sont différents les uns des autres puis qui n'ont pas nécessairement les mêmes buts au final. Fait que c'est des forces des deux côtés, le fait qu'il y en a un qui soit très soudé, lié, classique aventure, tandis que l'autre, c'est vraiment plus... j'ai l'impression que c'est une écriture qui est plus individuelle. Il y a tellement de double scènes dans Des Vaincus. Là. Je suis en train de faire le montage là, de la saison 2, puis il y en a beaucoup. Là. Les joueurs partent faire leur histoire tout seuls, très, très souvent. Puis des fois, ils amènent quelqu'un qu'eux autres. Oh, je vais prendre Chandré, puis je vais aller faire ça, mettons. Là. C'est vraiment souvent du hasard. Genre, c'est qui est dispo? Ah, pas Paella. Non, parce qu'elle n'est jamais disponible. Elle doit aller se coucher. Elle va à l'école. C'est aussi, tu vois, ça aussi, c'est différent. Je pense que c'est un peu plus écrit un peu comme une émission de télé contemporaine. Les personnages vivent leur petite affaire, puis à quelque part, ils se retrouvent en gang, comme Friends. Comme Friends, ouais, contemporain. Hein? Contemporain, quoi. J'aime ça, contemporain, comme Friends. Comme Friends. Le plus contemporain que j'ai trouvé. Puis, dans chacun des podcasts, tu joues Rosie, tu joues Paella. Je trouve que, bon, tu fais des enquêtes, malgré toi, dans les deux cas. Ouais. Mais aussi, au niveau de ton backstory, tu as beaucoup de moteurs narratifs qui sont en lien avec ta famille. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets beaucoup de l'avant quand tu crées tes personnages? Est-ce que c'est un hasard que tes deux personnages soient intimement liés avec leur famille? Mais je pense qu'à la base, c'est important. Bon, qu'il faut savoir, j'ai étudié en écriture un peu de scénario et tralala. Fait que ça m'intéresse beaucoup comme les systèmes de valeurs, puis d'où, where you're coming from, d'où tu viens pour être la personne que tu es en ce moment. Puis qu'on le veuille ou non, nos premiers traumatismes, nos premières influences, c'est notre famille. Fait que je pense que c'est énormément formateur pour un personnage. Fait que oui, souvent, je vais me baser sur la famille du personnage, les relations qu'il y a dans sa famille, au sein de ses parents ou de ses frères ou de sa fratrie, tout dépendant. Puis ce que je trouvais le fun aussi avec Paella puis Rosie, c'était vraiment de faire des personnages qui étaient en contradiction un peu en réalité. Autant dans leur système de valeurs, il y en a une qui est vraiment égocentrique, l'autre qui est vraiment axée vers les autres. Autant dans le rapport qu'ils ont à leur famille, il y en a une qui était orpheline à la base, qui est super attachée à ses parents maintenant parce qu'elle n'en avait pas. Puis pour elle, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. T'sais. Tandis que l'autre, elle a des parents tout croche, puis ça pouvait bien être orpheline à la vérité. Oui, en grande opposition avec ses parents, effectivement. Là. Exact. Puis là, comme tu dis, le fait qu'elle soit en opposition avec ses parents, ben déjà, ça me donne une idée de, en opposition, c'est-à-dire en opposition par rapport aux valeurs aussi, par rapport à tandis que l'autre, elle va être vraiment proche des valeurs de sa famille, des valeurs du restaurant. Du restaurant. Quoi, tu sais bien? Je suis juste une adolescente. La pauvre. Oui. Ah.
Rosie, spécifiquement dans Des vainqueurs, a un running Ouais. gag là, de noter les trucs dans son carnet d'investigatrice. Puis on en a même reçu un carnet. On salue d'ailleurs Oui. Francis qui nous a fait Mhm. un beau carnet. Mais toi, en tant que joueuse, est-ce que tu prends des notes pendant la partie? Hey, arrête, là, tu sais bien que j'en prends pas. Je suis pourrie. Puis justement, c'est un peu ça le gag. Là. Vous avez un autre scoop. Quand je le dis souvent, c'est parce que je le fais pas du tout. Parce que je dis que je le fais. Et je regarde mes amis autour de la table et naturellement, ils voient bien que je ne note rien. Ben, tu fais le bruit de quelqu'un qui note. Ouais. Tchic, 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 tchic. Tchic, tchic. Je fais le bruit. Puis je t'avoue que là, des fois, je me dis, il faut vraiment que je me remette à écouter depuis saison 1, que je vais vraiment noter tout ce que j'ai dit, que je notais dans un calepin pour finalement le noter dans ce fameux calepin. Mais en réalité, hey, il est tellement épais, le livre qu'on a reçu. Là, je me dis, il va falloir qu'on fasse 18 saisons. Mais le nombre de fois que tu dis je note ça dans mon calepin, en même temps, ça se remplit vite. Là. C'est vrai. Puis je pense même qu'il y a des fois où est-ce que je dis que je griffonne un dessin, fait Oui. que ça va prendre des pages C'est complètes. une nouvelle page, le minimum. Oui, surtout la fois où est-ce que je dessine un... Il ressemble à Rogard, Oui. avec des paupières puis 2 estomacs. Finalement, c'est pas Rogard. Je pourrais vraiment dessiner juste un alligator sur mon truc. En tout cas, Donc, tu prends pas beaucoup de notes. non, pas beaucoup. Est-ce que tu trouves que ça te nuit des fois dans la partie, étant donné que tu es investigatrice, d'arriver puis d'avoir une idée un peu faible là, de qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Moi, ce que j'aime, c'est comment que je me laisse des notes. Des fois, bon, je dis pas que j'en prends pas du tout. Là. Je vais écrire un ton faire Alex Rorim égale méchant. OK, ça va être ça qui va être écrit. Fait que là, à un moment donné, quand j'en ai beaucoup, c'est ça qui est écrit, je sais plus c'est qui. Fait que oui, en tant qu'investigatrice, j'ai de l'air toujours un peu tout croche, mais généralement, au début de la partie, on recap la partie d'avant. Je suis capable de me retrouver. Oui. Mais c'est vrai, vous le savez, là, je suis pas la meilleure pour poser des questions qui se répondent pas juste par oui ou par non. Est-ce que... Ah non, à partir sur est-ce que... Mais je me reconnais quand même là-dedans. Tu sais, je prends des notes très sommaires sur ma feuille, puis ils me servent jamais parce que les notes que je prends, on dirait que c'est pas les affaires qui servent. Ben, il y a ça aussi, exact. Il y a ça. Ben, puis au final, je me retrouve pas quand j'écris très peu de notes. Fait que pourquoi je les écrirais? Effectivement. Tant qu'à y être, Louis-Philippe, je vais lui poser des questions, il va me répondre. Ou avec un personnage ou avec sa propre voix. Exact. Mais tu sais, justement, on a enregistré un épisode où est-ce que on avait fini l'épisode d'avant dans un rêve à Rosie. On a commencé l'épisode d'après, puis ça faisait des mois qu'on n'avait pas enregistré. Puis là, il fallait que je raconte aux autres membres du groupe ce que j'avais vu dans mon rêve, mais je suis comme, hey, sérieux, Louis-Philippe, là, genre. C'est loin, ce Rappelle-moi les rêve-là. parce que c'est pas comme si c'était vraiment arrivé la veille, là. Mais non, LP, il y a quand même des bons réflexes là-dessus. Il nous cesse bien, puis il vient nous chercher quand on en a besoin. Puis ça fait qu'on a un bon support aussi. Là, Exact. Il est très généreux, puis il voit bien que quand on nous fasse de « je me rappelle plus de rien ». Les gens à la maison ne voient pas mon visage en ce moment, Non, mais c'est pour ça. ceux qui se demandent, j'ai les yeux grands ouverts. C'est un visage drôle. Imaginez un visage drôle. N'importe lequel que vous voulez. Ça va être ça. Dans un autre ordre d'idée, Andréane, tu es la seule femme au sein de l'équipe du podcast. Mm-hmm. Et j'aimerais ça qu'on discute un peu de ça dans le sens où pourquoi est-ce que le jeu de rôle est autant à prédominance masculine? Ben là, déjà, je serais curieuse de savoir parce que les jeux de rôle comme D&D puis tout ça, c'est tellement axé sur un monde qui, à la base, est un peu masculin dans le sens, OK, c'est inspiré du temps médiéval. Ouais. C'est inspiré de... Fait qu'il y a quelque chose de la masculinité très forte, très... il y a de la violence, il y a de... Régler les problèmes par le combat, tu sais. Exact. Fait que je peux comprendre que certains thèmes ne rejoignent pas beaucoup de la genre féminine, mais reste qu'avec le côté fantastique, le côté justement un peu plus magique, etc., je pense que c'est là-dedans qu'on va rechercher plus de filles, mais c'est vrai que c'est encore beaucoup influencé par cette espèce de violence-là, cette espèce de masculinité-là qui est super forte puis super présente pour comme gagner dans ce type de jeu de rôle-là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il y a bien plus de gars.
Puis est-ce que aussi, en général, ça vient pas de la culture geek qui, encore aujourd'hui, la culture geek est Prédominance prédominante. masculine. Exact, c'est ça. Puis encore une fois, est-ce que c'est parce que les sujets, parfois, dans la culture geek, vont moins rejoindre les filles? Je pense aussi, mais de plus en plus. Tu sais, moi-même, je suis assez geek sur bien des affaires, là, genre le monde MCU et tralala. Je regarde même des vidéos d'analyse, puis tout ça, puis on s'entend, là, genre, pour 10 gars, il y a 2 filles. Là. Oui, clairement, mais en même temps, tu sais, on le voit de plus en plus dans le paysage québécois, au moins, tu sais, Coup Critique, ils ont maintenant une équipe paritaire niveau homme-femme, mais je ne veux pas non plus mégenrer la personne de Coup Critique, donc soyez là, à l'aise de me corriger si je vous ai mégenré, mais ça semble une équipe paritaire. Il y a Louis-Philippe qui co-animait avec Elisabeth Simpson des discussions pendant tout l'été où il y avait beaucoup de femmes qui sont passées à l'émission pour discuter de leur expérience de jeu de rôle aussi. Même moi! Dont toi. Oui! J'ai joué avec eux, c'était funny. Donc, j'ai espoir. J'ai l'impression aussi qu'avec la 5e édition de D&D, peut-être qu'il y a comme une ouverture qui se fait. Pourquoi? Ben, dans la simplification, un peu la lourdeur des règles est un peu effacée dans la 5e. Mm-hmm. Puis, on dirait que ça laisse place à plus d'histoires qui se développent dans l'intrigue. Exact. Que de juste être dans la stratégie, puis la map, le combat, le déplacement. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître dans le fait que ce qu'ils aiment faire dans ce type de jeu-là, c'est de la création, justement, puis de faire de la création de personnages, de faire de la création d'histoires. Puis c'est vrai, justement, si tu dis que je t'avoue que je suis pas assez expérimentée sur les autres versions, là. Mais si tu me dis à quel point ça l'allège et tout, oui, ça peut expliquer pourquoi il y aurait de plus en plus de filles qui s'intéresseraient à ce type de jeu-là. Parce que si on en vient à rajouter, à mettre moins de structure de règles puis plus de liberté dans une création, ben oui, je peux voir les filles s'identifier là-dedans. Ça, c'est sûr. Ben parce que ça reste quand même un jeu, justement, de raconter l'histoire, interpréter un personnage. Puis j'ai pas l'impression que ça, en soi, c'est un concept qui est genré. Non, mais en plus, je veux dire, quand tu regardes à la base les petits gars et les petites filles, quand ils jouent, quand ils sont jeunes, c'est les filles qui vont avoir beaucoup tendance à jouer, admettons, aux jeux de personnification à cause des poupées et tout. Tandis que les gars vont avoir plus des jeux physiques. Même que je dirais au contraire, les filles ont une habileté à créer du social puis comme plus facilement. D'où le pourquoi elles vont gérer mieux leur interaction sociale en vieillissant. En tout cas, on se reparlera dans un autre podcast. Oui, ça, c'est pas notre podcast là, de psychologie, mais c'est intéressant quand même, Oui. la porte qu'on ouvre. Andréane, toi, tu as été DM au podcast durant le spécial de Noël 2021. Comment tu as approché ça, cette expérience-là d'être DM? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme joueuse? Ben déjà, ça m'a donné de la confiance pour pouvoir DMer d'autres one-shots ou d'autres games en général. Mais j'ai abordé ça de la manière ainsi. Ainsi. Je l'ai abordé ainsi. Je voulais pas camper mon one-shot dans les règles classiques de D&D parce que je sais que c'est pas ça ma force. Déjà, je ne m'y connais pas assez. J'allais jouer avec des gens autour de la table qui sont beaucoup plus connaisseurs que moi des règles classiques de Donjons Dragons. Tout ça pour dire que c'est ça. J'ai parti sur un système de règles que personne ne pouvait me reprendre. Fait que déjà, j'avais un certain contrôle. Oui, je comprends. Puis, deuxièmement, j'ai abordé ça avec tout mon amour de la magie de Noël, parce que Dieu sait que j'aime vraiment, vraiment Noël. Fait que je me suis dit, ben, je vais regarder dans le folklore classique des histoires qui existent de Noël. J'ai trouvé le personnage pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, là, je ne vais pas le dire, là, mais en tout cas, il y a un personnage. Le méchant. Le méchant. Ça vient d'une histoire. Je me suis inspirée d'une histoire, c'est ça, style Europe de l'Est. Là, je ne sais plus trop d'où ça vient. Puis sinon, j'étais pas plus craintive que ça. J'étais un peu nerveuse à la base, mais sinon, vu que c'était mon histoire puis que vous étiez comme dans mon monde, avec mes règles, si on veut, je n'étais pas si stressée ni si appréhensive. Je n'appréhendais pas. Appréhensive. Je n'appréhendais pas cette circonstance. Tu couperas ça là, gars. Oui, correct. On fera le montage. Puis, en tant que joueuse, quand tu es revenue de l'autre bord de la table, est-ce que tu avais un regard différent sur la job que LP fait, la job que Robbie fait? Oui et non, dans le sens où je pense qu'à la base, je suis pas si pire au niveau de l'écoute puis de la compréhension de quand c'est le temps d'écouter ce que le DM il dit puis de faire ce qu'il veut. Mais ça m'a fait réaliser plus les comportements de certains autres joueurs qui, des fois, pouvaient
gosser, admettons, les DM. J'ai dit, ah! Là, je comprends. C'est ça qu'ils vivent. Là, je comprends qu'est-ce qu'ils disent. Ah, OK. Mais je m'en suis... Ça m'a vraiment pas fait grand-chose. Là. Je me suis pas fait suer pendant mon DMing. Justement, je suis en train de penser à faire un one-shot peut-être pour l'Halloween. Oh, c'est intéressant. Ouais. Intéressant. Ouais. On s'en reparlera. Oui, on s'en reparlera. Qu'est-ce qui t'influence justement dans tes créations, que ce soit tes one-shots comme ça ou tes personnages? Où est-ce que tu vas chercher ton jus pour créer? Ça va dépendre. Des fois, les personnages, ça va vraiment être du monde dans la rue que je trouve funny ou des personnages vraiment de séries ou de livres ou de films. Ou sinon, juste quelque chose que j'ai jamais joué. Pas nécessairement comme Monk ou Rogue, mais plus le personnage. Oui. Parce que ça va finir par être un monk ou un rogue. Là. Ouais, mais... Faut juste non, j'ai pas essayé ce backstory-là. Exactement. Ou comme je me demande, comment quelqu'un de même agirait. Mais ouais, puis sinon, c'est certain que j'avoue que je me base aussi sur des formats classiques, si tu veux, de héros, là, comme le classique, on pense que c'est un méchant, mais finalement, non, il y a un bon fond. Ou genre le héros très paladin avec des valeurs très nobles. En tout cas, bref, je connais toutes ces affaires-là. Fait que non, je me base beaucoup sur autant ce que je vais regarder que juste le monde dans la rue. Mais oui, contrairement encore une fois à Chiara Liliotte, je vais me baser sur ce que je regarde ici, à la télé. Okay. Oui, je pense que tu as quand même une bonne collection là, de films et de séries. Donc, ton catalogue est grand. Tu peux aller piger loin. Exact. Puis justement, tu sais, moi, je suis une grande fan de, c'est niaiseux, mais Avatar de Last Airbender. Je sais qu'il y a un RPG. Ben, c'est pas niaiseux. Non, je sais que c'est pas niaiseux, c'est pas ça que je dis. Mais je sais qu'il y a un RPG pour, justement, jouer à Avatar de Last Airbender. On l'a jamais fait, mais j'ai déjà joué une game de D&D où est-ce que mon personnage, je le voyais un peu comme si c'était un Airbender, mais on jouait à un D&D 5th Edition. Bon, c'est un monk, tu vas me dire, mais... Oui. Mais je l'ai full joué dans ma tête comme si c'était un peu genre un Airbender. Fait que oui, je vais m'inspirer quand même de trucs que je peux pas vraiment jouer à 100%, mais reste que, mettons, les Airbender, ben, ça fait penser à un monk, là. Oui, mais tu peux trouver dans les archétypes des règles là, une façon de faufiler ce personnage que tu as vu dans une série, dans un film. T'sais. Exact. Effectivement. Pour ceux qui savent de qui je parle ici de Villia Mamasodaro, une vieille game. C'est un personnage qui a atteint genre niveau 18 ou 20. Là. Bien contente de ce personnage-là. Elle vit une belle vie maintenant. Mais ça, c'était dans une game qui était privée, c'est ça? Oui, c'était dans le privé d'une maison. C'était pas dans le public d'un podcast. Non, mais... Exactement. Mais c'est parce que là, je m'en allais. J'allais te demander le fait de jouer publiquement, puis d'avoir justement à mettre la game dans un format de spectacle, est-ce que ça a changé ta conception du jeu? Est-ce que ça enlève à ton plaisir de devoir le faire en spectacle? Non, du tout, parce qu'à la base, je pense que c'est un peu le fun que j'ai, c'est d'interpréter les personnages, puis d'avoir du plaisir avec mes amis, ce que le podcast n'empêche pas du tout, même que je trouve qu'on rit peut-être plus qu'on devrait à cause qu'on est sur un podcast. On s'encourage. Mais non, même que je trouve, ce qui est le fun, c'est que je trouve que ça accélère un peu notre jeu. Contrairement à des fois, quand on joue juste entre amis autour d'une table, qu'on devient un peu trop relax, puis qu'il y a du monde qui s'endorme, je nommerai personne. Mais je suis un peu de ton avis que on dirait que ça wrap up un peu le jeu, puis tout le monde se sent obligé de jouer à une vitesse adéquate. Là. Exact, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas avoir parlé pendant 15 minutes. Puis aussi, au niveau des combats, on va aussi se forcer pour être plus dans l'action puis vraiment suivre le combat. Puis pas quelqu'un... Parce que, attends, c'est qui déjà le bonhomme que l'autre a touché? Puis je suis comme, ben lâche ton sel. C'est ça, la vraie vie. Oui, c'est vrai que c'est souvent ça, la vraie vie de D&D, faire des recaps à tous les tours de combat. Qu'est-ce qui se passe finalement ici? Qu'est-ce qui est arrivé? Exact. Hey, mais je serais curieuse, pour vrai, là, bon, c'est sûr que là, on est plusieurs à utiliser le sel pour garder les règles puis tout, mais de faire une game où est-ce qu'on rentre, on met nos sels dans un bol puis on n'a pas le droit d'y toucher toute la game. Hey, on serait dedans. Oui! Mais il y a beaucoup, justement, de sorts qu'on serait comme, il me semble que ça dure 1 minute. Ben, à moins que, regarde, peut-être que je ferais ça pour mon one-shot d'Halloween. On fait ça, genre, à la chandelle, pas de sel, puis c'est plus simple au niveau des règles, comme ça, pas besoin de se souvenir d'1 million de sorts. En tout cas. Ben, c'est intéressant. Moi, j'embarque. Hein? J'embarque totalement dans cette aventure-là. T'as ta place. Oh, OK, c'est le même, ça se gagne. Shotgun!
All right. Ben, c'est dit. Puis, est-ce que tu as un défi ou des trucs que tu aimerais faire l'année prochaine dans le podcast? Ben, j'aimerais ça plus DMer. Mais moi, je veux pas DMer nécessairement des games qui vont durer dans le temps, mais peut-être une game de 3 de suite, admettons. Un petit format, Ouais. mais qui serait déjà plus long qu'une seule game. J'aimerais ça. Puis j'aimerais encore une fois trouver comment adapter de mon idée de faire un meurtre et mystère, mais avec des dés. Ah, c'est cool, on fait la loupe. On a commencé en parlant de meurtre et mystère, puis Exact. on y revient à la fin, tu sais. Mais c'est que je me dis, regarde, admettons dans la vie, quand on joue à D&D, on peut avoir les maps où est-ce que, avec des cases là, de 5, c'est quoi, c'est 5 pieds par 5? 5 pieds, ça, des 5 pieds. Puis là, tu sais, je décide ma map. Mais pourquoi je pourrais pas me baser avec le jeu de clous? Est-ce que je le sors, que chacune des petites cases, c'est 5 pieds aussi? Puis là, mais là, c'est ça, moi. J'arrête là parce que je me dis, OK, attends, mais c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi le but? Comment qu'on rend ça intéressant, vraiment, juste de l'enquête? Fait qu'en tout cas, je pense à ça. OK. Ben parfait, ça donne matière à réflexion. Mais c'est même pas ça mon idée de one-shot d'Halloween en passant. Spoilers. Spoilers. Non, je le dis pas, c'est quoi J'en ai 2, fait que je vais pas le dire. Ça se passe à Noël. C'est ça. Mais il fait peur. Ben, c'est genre tous nos spéciaux de Noël. C'est pas mal ça à chaque fois. Là. Ça se passe à Noël, mais là, il y a un personnage épeurant. Mais là, en plus, j'y ai pensé cette année. On pourrait faire un spécial de Noël qui fait pas peur, puis ça soit juste parce que là, je me suis dit, ça pourrait être la suite de celui de l'année passée. Puis là, finalement, ben là, mais là, Mère Noël elle est rentrée dans un hôpital psychiatrique ou quelque chose du genre. OK. Elle est partie, puis il faut trouver une nouvelle Mère Noël pour le Père Noël. C'est bien plus cute. Ouais, mais le bout de l'hôpital psychiatrique, OK, on va peut-être skipper c'était peurant un peu, là. Moi, j'imagine Mère Noël comme capitonnée, là, avec ça. En tout cas. OK, finalement, elle est juste partie. Finalement, guys, ils ont juste divorcé, ils sont plus ensemble. Elle a repris son nom là, de jeune fille, là, Mère Thibault. C'est ça. Bon, en tout cas, regarde, on en reparlera là, du spécial de Noël, mais je suis sûre qu'on peut faire ça enfin comme, genre pas épeurant, ou peut-être juste que le Père Noël il est malade puis il faut qu'on distribue les cadeaux pour lui. Regarde, on pourrait faire ça vraiment simple, comme un vrai film de Noël. Mais même les films de Noël, j'ai l'impression, sont plus simples. Ben, ça fait quoi? Tu regardes les nouveaux films de Noël qui sortent à chaque année, toi? Moi, j'écoute Santa Claus 8. Oui, c'est ça. Hey, attends, tu dis ça, puis ils vont sortir une série sur Disney. Ah, c'est une série qui font de C'est Santa une Claus? série avec Tim Allen. Il Oui, revient. oui. Ah, Ben, après 3 films. 3 films et une série, hein? Ben, c'est ça la règle maintenant, 3 films et une série. C'est comme 4 filles et un jeans. Mais là, c'est 3 films et une série. Ah, hey, ça serait bon, ça aussi, comme histoire. 3 films et une série. L'histoire d'un réalisateur tourmenté. Puis il y a quelque chose. Oui! Oh, wow! C'est pas juste Star Wars? Non, c'est pas Star Wars, parce que quand même, ils ont bien plus que 3 films avant de sortir une série, là. Ah, ils arrêtent plus Star Wars, là, je veux dire. Ils sont rendus avec beaucoup de films et beaucoup de séries. Et beaucoup de produits dérivés aussi. Oui, ça oui. On les salue, comme, on les salue, Star On salue, Wars. oui, on salue la franchise, on salue Disney. Je pense que c'est là-dessus, Andréane, qu'on va se quitter sur ces Les salutations. beaux mots pour Star Wars. Excellent, regarde, si ça leur fait plaisir, ça nous fait plaisir à nous aussi. Ben oui, merci aux auditeurs. Merci à toi d'avoir été à des 12 échanges. C'est une très belle discussion qu'on a eue sur le jeu de rôle. Ben, merci à toi, Phil. Ah ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre des 12 échanges. Salut! Ciao, bye!